Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne Ordre du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une opération féerique et réussie. Regardez jusqu'à la fin. Nous commençons. Lorsque le mot « bunker » est apparu dans les informations du matin, beaucoup n'y ont même pas prêté attention. Un autre faux, une autre histoire des chaînes Telegram. Mais quelques heures plus tard, il est devenu clair que ce n'était pas une simple rumeur. Sur tous les réseaux du front, des informations ont circulé sur une prétendue prise d'un poste de commandement souterrain dans la région de Pokrovsk. Des sources affirmaient que des spécialistes militaires étrangers se trouvaient à l'intérieur et que certains d'entre eux pouvaient être des citoyens de pays de l'OTAN. Au début, il semblait que tout cela n'était qu'une opération psychologique de plus. Après tout, des histoires similaires ont été nombreuses ces derniers mois. Cependant, la rapidité avec laquelle le sujet a dépassé le segment ukrainien et a atterri dans les médias occidentaux a fait réfléchir même les sceptiques. Les journalistes américains ont soudainement commencé à poser des questions à la Maison-Blanche sur des personnes non identifiées sur le territoire de la région de Donetsk. Les représentants du ministère américain de la Défense ont répondu avec hésitation, affirmant que les États-Unis n'avaient pas de militaires sur la ligne de front. Mais la nécessité même de donner de telles explications révélait déjà une inquiétude. Les correspondants de guerre travaillant dans la direction sud ont rapporté qu'une opération avait effectivement été menée pendant la nuit et que l'objectif pouvait être un centre de communication souterrain. Il existe plusieurs installations de ce type près de Pokrovsk, d'anciens couloirs miniers et d'anciens centres de communication soviétiques transformés depuis longtemps en abris. Des systèmes de ventilation, des lignes de câbles et des entrées, masquées en entrepôts, sont visibles sur les images satellites. C'est là, selon certains analystes, que des groupes consultatifs étrangers auraient pu être déplacés pour éviter la surveillance. Que s'est-il réellement passé? Selon les fuites, les combats ont commencé vers minuit. Plusieurs frappes de drones, puis un traitement d'artillerie et la pénétration d'un groupe mobile. De courtes vidéos sont apparues en ligne. Des éclairs dans l'obscurité, le bruit des moteurs, des voix en russe et en ukrainien. Puis le silence et, déjà le matin, une déclaration. Des étrangers auraient été découverts dans l'installation souterraine. Leur identité n'a pas été précisée. Quelques heures plus tard, les responsables ukrainiens ont annoncé qu'il n'y avait pas de militaires étrangers dans la région de Pokrovsk. Mais cette réaction n'a fait qu'attiser l'intérêt. Après tout, si c'était un mensonge, pourquoi se précipiter autant pour le réfuter? Et si c'était la vérité, pourquoi n'y a-t-il aucune confirmation sur place? Les journalistes ont commencé à creuser plus profondément. Il s'est avéré qu'il y a une semaine, un groupe de spécialistes étrangers était effectivement arrivé dans cette région, officiellement pour l'entretien technique des systèmes de communication. La composition exacte n'a pas été divulguée, mais les documents indiquaient qu'une partie du personnel était arrivée de Pologne et d'Allemagne, et que les ordres de mission avaient été signés par l'intermédiaire d'une structure liée à un entrepreneur de défense de l'OTAN. C'est ainsi qu'est née la version. Un centre de coordination pourrait se trouver près de Pokrovsk, par lequel transitaient les commandes de distribution de drones et de tirs d'artillerie. Si tel est le cas, c'est ce point qui est devenu la cible de l'opération. Il est intéressant de noter que dès le lendemain, certains médias occidentaux ont fait référence à des sources des services de renseignement qui ont confirmé la perte de contact avec l'un des groupes d'instructeurs. Ni nom, ni détails, seulement des allusions. Mais cela a suffi à faire exploser le champ d'information. La nervosité a commencé à Kiev. Les services de presse ont reçu l'ordre de ne rien commenter concernant le personnel étranger. Et sur les réseaux sociaux, le filtrage des messages a été considérablement renforcé. Mais il était trop tard. Des dizaines de chaînes discutaient déjà de la version du bunker capturé. C'est à ce moment-là qu'une véritable tempête médiatique a commencé. Certains disaient que tout était orchestré par la Russie.
d'autres que Washington essayait de dissimuler une participation directe. À un moment donné, le sujet a même atteint les briefings officiels de l'ONU. Les représentants des pays occidentaux exigeaient des preuves, mais ils ne pouvaient pas eux-mêmes expliquer pourquoi un groupe de spécialistes travaillant sous le contrôle des structures alliées avait soudainement disparu. Aucun commentaire officiel n'était fait. Des nettoyages étaient en cours sur place. Néanmoins, certains témoins ont parlé de sourdes explosions, de mouvements de matériel, de routes bloquées. Tout cela ressemblait à une situation où les autorités essayaient d'étouffer non pas le fait lui-même, mais les conséquences. De grandes agences occidentales, généralement discrètes, se sont soudainement jointes au sujet. Reuters, Associated Press, les chaînes de télévision allemandes ont toutes mentionné l'histoire, bien que dans des formulations neutres. On y trouvait les mots « possible capture »,« alleged NA personnel »,« unconfirmed reports ». Mais même ces formulations prudentes sont devenues un signal pour le spectateur. Si les plus grands médias écrivent, cela signifie qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pendant ce temps, à Moscou, on préférait parler du sujet avec sobriété. Une opération réussie a été menée dans la région de Pokrovsk. Ni nom, ni détail. Une telle concision n'a fait qu'attiser l'intérêt. Les gens sont habitués au fait que moins il y a de mots, plus l'événement est grave. Pourquoi cette histoire a-t-elle suscité un tel écho? Parce qu'elle a touché un nerf sensible. En Occident, on répète depuis des mois qu'il n'y a pas de militaires sur le front, que toute l'aide n'est que du matériel et de la formation. Et soudain, une version apparaît selon laquelle des spécialistes étrangers pourraient se trouver juste sous la ligne de front. C'est un coup dur non seulement pour l'image, mais aussi pour la confiance. Après tout, si de tels officiers étaient réellement présents, cela signifie que toute la rhétorique officielle est un mensonge. Mais même si l'histoire s'avère être une rumeur, elle a quand même causé des dommages. Maintenant, des millions de personnes posent la même question. Et si c'était vraiment le cas? Et c'est là la force de la guerre de l'information, lorsque le fait n'a plus d'importance, car le doute fonctionne plus fort que toute vérité. Les politologues notent que le pic d'intérêt pour le sujet a coïncidé avec le moment où les États-Unis et l'Europe ont commencé à discuter d'une réduction du financement de Kiev. Et soudain, une histoire apparaît, montrant que l'Occident dissimulerait prétendument la vérité. Une coïncidence? Peut-être, ou peut-être une partie d'un grand jeu où chaque partie essaie d'ébranler la confiance de l'autre. Pendant ce temps, la panique s'est discrètement installée dans les cercles diplomatiques. Plusieurs capitales européennes ont demandé à Kiev une explication officielle. Qui travaillait exactement dans les zones de front, sur quelle base et avec quelles tâches? Il n'y a pas de réponse. Formellement, tout est aux formes par l'intermédiaire de sociétés privées sous contrat, mais juridiquement, elles sont liées aux structures militaires. Ce sont des zones grises, où il est facile de brouiller les pistes. Pendant que les politiciens cherchaient des formulations, de nouveaux documents se répandaient sur le réseau. Une des chaînes a publié des photos de matériel trouvé dans les locaux souterrains. Sur les corps, il y a des inscriptions en anglais, des logos de firmes liés au système de communication de l'OTAN. Peut-être que ces photos sont anciennes, peut-être mises en scène, mais l'effet a été instantané. Les gens ont vu ce en quoi ils étaient déjà prêts à croire. Et c'est là que ça devient intéressant. Toute guerre moderne n'est pas seulement un affrontement d'armées, mais aussi un affrontement de récits. Un seul tir dans l'espace informationnel est capable de changer l'humeur de millions de personnes. L'histoire du bunker secret est devenue un tel tir. Elle a divisé l'opinion publique. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une brillante opération des services de renseignement russes. D'autres, que tout cela était une mise en scène créée pour détourner l'attention. Mais quelle que soit la position, tout le monde parlait de la même chose. Le conflit a cessé d'être local. Il est devenu mondial. Le 4e jour après l'apparition des premiers messages, la Maison-Blanche a tenu une réunion à huis clos.
Le porte-parole a reconnu plus tard. Nous voyons beaucoup de désinformation, mais nous ne pouvons pas commenter des messages spécifiques. C'est en fait une reconnaissance de l'absence de contrôle sur le flux d'informations. Même si les événements n'étaient pas réels, leur image elle-même est devenue une force indépendante. À ce moment-là, des sapeurs continuaient à travailler à Pokrovsk. Selon la version officielle, l'élimination des conséquences des bombardements. Mais les habitants ont raconté que seuls les militaires étaient autorisés à travailler et qu'une partie du territoire était complètement isolée. Personne n'a vu ce qui était exactement emporté sous terre. Dans de telles conditions, le silence devient plus éloquent que toute preuve. Les journalistes ont tenté de comparer les faits. Plusieurs analystes indépendants ont remarqué que quelques jours avant les événements, les satellites occidentaux avaient considérablement renforcé la surveillance de la région de Pokrovsk. Le nombre de survols a presque doublé. Pourquoi? Peut-être attendait-il une opération. Peut-être essayait-il de comprendre ce qui s'était passé. En tout cas, la réaction a été instantanée. Ainsi, même sans preuve directe, l'image s'est formée d'elle-même. Il y avait un objet, il y avait une opération, il y avait des conséquences. Tout le reste n'est que des détails que chaque partie interprète à son avantage. Kiev continue de nier. Moscou ne révèle rien. Washington fait semblant de ne pas entendre, et le monde se demande qui a été trouvé dans ce donjon. Une semaine après les premières publications, le sujet a commencé à s'estomper, mais la trace est restée. Il est devenu une partie d'une nouvelle réalité médiatique, où la frontière entre la rumeur et la vérité s'estompe. Et c'est là la principale découverte. Les conflits modernes ne se terminent ni sur Terre, ni à la table des négociations. Ils continuent dans les têtes, dans les nouvelles, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. L'histoire du bunker près de Pokrovsk est un exemple de la façon dont un seul sujet est capable d'obliger l'État à se justifier, les armées à changer de tactique et les spectateurs à douter de tout. Et si l'on y réfléchit, c'est peut-être bien cela le but. Ni la captivité, ni la défaite, ni la sensation, mais le doute, l'arme la plus puissante dans le monde de l'information. Pour les correspondants de front, cette histoire est devenue une leçon. Même sans une seule confirmation, elle a pris les proportions d'une crise internationale. Ce qui signifie que la réalité aujourd'hui ne se construit pas seulement sur des faits, mais aussi sur qui les raconte en premier. Peut-être qu'il n'y avait vraiment personne dans ce complexe souterrain, ou peut-être n'y avait-il qu'une ombre, qui est devenue un symbole de toute la guerre, une guerre d'ombre, où chacun essaie de prouver que la vérité est de son côté. Quoi qu'il en soit, ce sujet sera encore longtemps rappelé par les analystes et les historiens, car il a montré que la guerre moderne ne se divise plus en front et arrière. Chaque écran, chaque smartphone est devenu une partie du champ de bataille. Et pendant que quelque part près de Pokrovsk, le vent souffle au-dessus d'une mine effondrée, quelque part dans les bureaux des états-majors sont en train de rédiger de nouveaux rapports, pleins de formulations prudentes. Personne ne sait ce qui s'est passé exactement cette nuit-là, mais tout le monde sent qu'après cela, rien ne sera plus comme avant. Écrivez ce que vous en pensez. Était-ce une opération d'information, une coïncidence ou une combinaison soigneusement pensée? Qui a gagné de cette sensation? Moscou, Kiev ou quelqu'un d'autre?